Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une revue de presse, on va parler de l'actualité un peu, voilà, on va grappiller des articles, notamment de la presse indépendante, pour se rendre compte un petit peu de la guerre qu'il y a en ce moment en France, et c'est pas celle que vous croyez. Et le premier champ de bataille qu'on va voir ensemble de cette nouvelle guerre, c'est Pôle emploi. C'est pas un super champ de bataille, c'est pas les champs du Pélénor, hein, c'est sûr. Je vous ai dit qu'il y avait une guerre, je vous ai pas promis le Seigneur des Anneaux. Hein. On apprend sur cet article que Pôle emploi va suréquiper ses agents en prévision de la réforme chômage, avec des bracelets de sécurité pour prévenir rapidement la police quand un usager va péter un boulon en apprenant qu'il ne va plus avoir de thunes, parce que concrètement, c'est ce que va faire cette réforme chômage. Et là, normalement, tu as toujours un type qui va balancer un truc du genre « Oui, mais dans la restauration, il y a plein de métiers vacants, voilà, donc quand on veut, on peut, il suffit de traverser la rue, je vote Emmanuel Macron, j'adore ça. » Il y a toujours un type comme ça en commentaire. C'est quand même fou comment la voix du maître peut s'exprimer dans plein de bouches différentes, y compris de celles des plus pauvres. Donc oui, il y a des métiers qui sont mal considérés, mal payés avec des horaires de merde et qui sont très sélectifs à l'entrée parce que quand tu as fait 30 ans d'usine, bah forcément tu vas pas devenir serveur, tu vois. Du coup, ok, d'accord, tu as des trucs comme ça qui font que tu as des métiers vacants. Mais ça n'explique pas le fait fondamental et mathématique qu'il y ait 12 fois plus de chômeurs que de métiers vacants. 12 fois plus de chômeurs que d'emplois. Et en plus, dans les emplois, tu as un roulement. Du coup, c'est normal que tu as des emplois disponibles. C'est juste qu'ils ne sont pas encore pris, tu vois. 12 fois plus, hein. C'est pas un petit truc qu'on peut ignorer. 12 fois plus, c'est 12 fois plus. Du coup, quand tu niques le chômage, à un moment donné, bah, tu vas niquer des millions de personnes qui, de toute façon, ne peuvent pas trouver d'emploi. En fait, en faisant ça, Emmanuel Macron détruit simplement des vies. Et c'est pas la question de savoir qui est le plus méritant de machin avec des morales de boutiquier à la con, non. Le truc qu'il faut se rendre compte, c'est que Macron est en train de détruire des millions de vies. Des millions de personnes vont entrer dans la pauvreté et la misère, et ces millions de personnes ne vont pas sortir de là facilement. Et d'ailleurs, ces gens-là qui font ce genre de remarques en général, c'est les mêmes qui vont chialer sur la montée imaginaire de la délinquance en France. Du coup, petite question, à ton avis, la délinquance, elle arrive à partir de quel moment dans la misère, dans la pauvreté? Je veux dire, quand tu n'as plus d'emploi, que tu n'as aucune perspective d'emploi, que tu as un crédit à payer, que tu as des gosses à nourrir, que tu as une famille à faire tenir, que tu as un loyer indécent à payer, que tu as des travaux à payer, que tu as des taxes à payer. Quand tu es dans cette situation de misère extrême, sans perspective, à ton avis, tu mets combien de temps avant de tomber dans la délinquance? Parce que le seul autre chemin possible et légal, c'est juste t'endetter à la banque. Et c'est déjà le 3e crédit que tu as fait à la banque et qu'ils ne vont pas en accepter un 4e. Quand tu crées de la misère, ben en fait, tu crées de la misère pour des années et tu emmènes avec toi tout ce qui va avec la misère et souvent, ce n'est pas des trucs très jolis. Du coup, pourquoi est-ce que tu ne considères pas ça? Pourquoi est-ce que tu as juste une morale de boutiquier à la con qui consiste à savoir qui est le plus méritant d'entre nous? Et évidemment, souvent, le plus méritant, c'est toi comme par hasard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette réforme, tu vas avoir des millions de Français qui vont ressentir dans leurs entrailles ce que c'est réellement la lutte des classes. Et à ce moment-là, il va falloir être un minimum malin et un minimum solidaire et pas jouer les petites chiens de garde du capital en train de râler constamment sur les pauvres plutôt que s'intéresser à ceux qui sont en haut. On est tous sous la pression comme cette chef de magasin de Lidl des Côtes-d'Armor, employé modèle qui s'est suicidé faute d'un management meurtrier malgré des mois d'alerte. Si vous suivez mon historique chez Mobibel, je ne suis pas une adepte des arrêts maladie à la base. Là, c'est quand le 10 et 11 décembre 10 et 11 décembre, c'était samedi et dimanche la semaine dernière. J'ai fait une TS tout simplement. Tentative de suicide. Malgré le boulot de cache investigation, malgré le dossier de Fakir, malgré les pendus qui avaient déjà donné l'alerte il y a quelques années de cela. Quand il y a un serial killer dans la société, on fait tout pour l'arrêter. On lui met la police aux trousses, on lui met les gendarmes aux trousses, on lui met tout le monde, le raid sera sur lui. Quand il y a un serial killer du management, on l'a dit, l'inspection du travail n'intervient pas, la médecine du travail laisse faire, la justice est parfois très lointaine, bon, et il faut des années et des années pour qu'il y ait quelque chose qui bouge. Et ça aussi, c'est une conséquence de ce qu'on vient de parler. C'est-à-dire que quand d'un côté, tu as énormément de chômage, et de l'autre côté, tu as des personnes qui sont en train de sucrer le chômage, forcément, il y a du chantage à la misère, quoi. Et du coup, évidemment, quand tu es dans une entreprise qui fait de la merde, tu vas pas arriver devant ton manager en demandant des meilleures conditions de travail. En fait, tu te la fermes parce que le mec peut te virer à tout moment. Et surtout qu'il n'y a pas d'inspecteur de travail. Tu vois, ils sont tous virés aussi. Du coup, à un moment donné, tu te la fermes. Tu vas pas créer un syndicat pour essayer de contester les actionnaires, machin. Non, tu te la fermes. Tu encaisses et tu la fermes. Jusqu'au moment où tu peux plus encaisser, où tu pars en dépression, tu pars en burn-out, où tu fais l'irréparable. Et ça, c'est une situation dont il faut avoir conscience parce que les actionnaires sont parfaitement conscients de cette situation. Ils savent très bien qu'ils peuvent appuyer encore et encore sur les salariés, foutre la pression au maximum, parce qu'ils savent très bien que derrière, il y a Macron qui assure leurs arrières et qui crée toutes les conditions nécessaires pour pouvoir foutre la pression.
Ce qui s'est passé à Lidl il y a 5 ans quand quelqu'un s'est pendu et là aujourd'hui quand quelqu'un s'est encore suicidé, c'est une conséquence d'une volonté politique de la Macronie. Ces gens-là ont juste du sang sur les mains. Et dans le même temps, tu as Amazon qui est en train de s'étendre et avec lui, son management destructeur qui va s'ajouter à celui de Lidl et qui s'ajoute déjà à celui des centres d'appel, etc., etc. Bref, le travail est en train d'être transformé en France. Bref, encore une fois, on peut noter toute l'ironie et toute l'hypocrisie de ceux qui sont en train de détruire le travail, qui conditionne la vie de millions de personnes, alors que c'est précisément ces gens-là, en 2017, Macron, on s'en souvient, qui défendaient la valeur du travail et compagnie, quoi. C'est vraiment du beau foutage de gueule. En même temps que l'appauvrissement, tu as le prix de l'électricité qui va augmenter finalement de 10%, soit environ 150 € par an pour une famille qui se chauffe à l'électricité. Une hausse qui va dépasser à elle seule le chèque énergie proposé par le gouvernement à 100 €, censé compenser l'augmentation du prix du chauffage et du carburant. Et heureusement que l'électricité en France, elle n'est pas chère grâce au nucléaire, parce que sinon, qu'est-ce que ce serait, hein? Mediapart raconte le quotidien d'une famille de 5 enfants qui ne peuvent pas se chauffer avec l'augmentation de l'électricité. Le père n'a pas d'emploi depuis 2016, vu que, encore une fois, il n'y a pas de boulot, et l'ensemble de leur électroménager venant du Bon Coin, soit ne fonctionne pas vraiment, soit consomme énormément d'électricité. C'est là aussi un cercle vicieux que les pauvres connaissent bien. Du coup, les aides ne suffisent pas pour remplacer la chaudière, il faut payer 10 000 €. Ces gens-là n'ont pas 10 000 €. Du coup, ils font quoi? Ils se chauffent avec des ventilos, tu sais, que tu peux acheter en grande surface. Des trucs qui sont normalement pour chauffer les salles de bain pour ceux qui sont frileux, tu sais. Mais du coup, eux, ils ont ça pour chauffer le grand salon et les chambres. Tu vois, ils se partagent ça de manière un peu stratégique pour essayer de faire en sorte que tout le monde soit chauffé. Des gamins qui ne peuvent pas inviter leurs copains à l'école, aussi, évidemment, parce qu'il fait trop froid. Des gamins qui sont constamment malades. Des gamins qui ne peuvent pas travailler convenablement et faire leurs devoirs, ce qui fait qu'il y a potentiellement beaucoup plus d'échecs scolaires dans ce genre de famille que chez les familles les plus riches qui ont des radiateurs qui fonctionnent. Tu as aussi des histoires de moisissures sur les murs parce qu'en fait, c'est pas isolé et ils ne peuvent pas payer les travaux pour isoler ça. Du coup, ils foutent de la peinture sur la moisissure. Là, ils foutent de la peinture. Ça ne tient pas 6 mois, mais au moins la moisissure, elle n'est pas là. Du coup, ils cachent les apparences. En plus de ça, mais là où on est, c'est quasiment un détail, mais tu as la vie amoureuse aussi qui est détruite. Voilà. Tu as des gens qui s'aimaient, qui sont tombés dans la misère et qui sont juste en train d'encaisser depuis des années et des années. Ouais. C'est ça la vie de millions de personnes, en fait. Concrètement, c'est ça la vie de millions de personnes. Et du coup, quand tu écoutes BFM TV, que tu vois les sujets qu'ils mettent en avant, ou CNews, des trucs comme ça, tu te dis, il y a peut-être un décalage entre le monde médiatique et le monde réel, quoi. La Fondation l'Abbé Pierre nous apprend qu'il y a eu entre 2019 et 2020 une augmentation de 17% des coupures électriques ou des réductions de puissance. Et ce chiffre, évidemment, entre 2020 et 2021 ne va pas être très glorieux. Sinon, tu as Bastamal qui nous parle d'un autre souci un petit peu similaire, c'est le fait que tu aies de plus en plus de personnes qui sont menacées d'expulsion de leur logement. La trêve hivernale a été prolongée pendant la crise sanitaire, mais depuis juin, les expulsions ont repris avec plus de force suite à la pandémie. En tout, ce sont 30 000 foyers, et pas des personnes, mais des foyers qui sont dans des procédures d'expulsion en ce moment, presque le double de l'année 2019. Un homme a d'ailleurs été tué lors d'une de ces expulsions avec un coup de taser envoyé par la police, une police ici utilisée pour s'assurer des revenus des propriétaires qu'ils ponctionnent chez les plus pauvres d'entre nous. Une misère tenue à bout de bras par les associations et par les réseaux militants, mais qui n'empêchera pas le débordement. Alors une des solutions, c'est le squat, utiliser des lieux inoccupés pour héberger ceux qui en ont besoin. Certains de ces lieux portent d'ailleurs des projets artistiques pour faire vivre une culture populaire loin des mondanités bourgeoises. Sauf que ces lieux, là aussi, sont expulsés, comme celui qui héberge en ce moment 300 personnes au bord de l'hiver, près de Paris, dans des locaux d'entreprises inhabités. En hiver, évidemment, parce que les squats, c'est pas réglementé, tout ça. Du coup, ils peuvent virer les gens en hiver, pas de souci. Du coup, ils renvoient des gens en plein hiver, des gens qui n'ont à la base pas de solution de logement. Du coup, on fait quoi de ces gens-là? Ils vont où s'ils n'ont pas de sous pour payer des logements? Si le Crous ne répond pas quand ils sont étudiants? S'ils ne peuvent pas aller squatter? S'ils ne peuvent même pas aller mendier parce que Paris, c'est devenu une ville anti-pauvre? Du coup, ils font quoi, ces gens-là? Ils existent ou pas dans notre société? On leur donne le droit d'exister? Ou ils sont juste là en train de rien foutre, en fait? Ils peuvent rien faire. Et encore pire que ça, tu as la situation des migrants. Voilà, c'est encore pire parce que ça rajoute à ça énormément de galères, mais bon. C'est ça qui est terrible avec la Macronie. Tu peux te dire, oui, mais le squat, c'est de la précarité. Oui, c'est de la précarité. Mais quand il n'y a que ça, c'est mieux que rien, merde. Donc oui, moi, je veux bien te dire, faut qu'on arrête les squats, tout ça. Il faut que les gens ils trouvent des solutions, machin. OK, trouvons des solutions à ces gens. Puis ensuite, arrêtons les squats. Si tu veux arrêter les squats, si vraiment c'est ta phobie, les squats. Mais trouvons des solutions aux gens. C'est comme l'assurance chômage. Tu dis, oui, il faut absolument qu'ils trouvent des emplois parce que le chômage, la précarité, tout ça. OK, d'accord. Mais du coup, fais en sorte que les gens trouvent des emplois.
Et après, tu peux sucrer le chômage si c'est ta stratégie. Mais ne rajoute pas de la misère à de la misère, parce que sinon tu détruis un pays en faisant ça. Bref, tout ça pour dire évidemment que c'est un problème qui est structurel, tout ça. T'as pas autant d'inégalités, t'as pas autant de pauvres, t'as pas autant de tout ce merdier si t'as pas un problème structurel à la base. Du coup, il va falloir faire des grandes réformes de rupture pour faire en sorte que ces millions de personnes réintègrent un petit peu l'économie et réintègrent le pays et un sens dans leur existence, un truc stylé, quoi. Mais pour ça, il faut des grandes réformes, t'as pas le choix. Macron les fera pas, évidemment. Macron les fera pas parce qu'on a eu un petit aperçu de ce qu'il va faire quand il va être réélu l'année prochaine. Et devinez quoi? C'est pas très social. Quelle est l'orientation politique de l'éventuel prochain ministre des Finances pour la France? C'est une réduction drastique de plus de 3 points de PIB des dépenses publiques. Comment ils font ça? En tapant sur les fonctionnaires, sur l'investissement public et sur les dépenses sociales. Voilà ce qui m'inquiète. C'est clair, non? Il n'y a pas besoin de commenter. C'est ce qui va arriver si Macron est réélu. Voilà. Il y a quand même des petits enjeux derrière la présidentielle, qu'on le veuille ou non. Bon, sinon, le 15 septembre est passé. Ça veut dire que tu as des milliers de soignants qui ont été mis à pied parce qu'ils ne sont pas fait vacciner, qui se sont retrouvés à la porte du jour au lendemain. Nantes Révolté, un média que je vous conseille d'ailleurs, a fait un petit travail pour énumérer plusieurs départs massifs de soignants, sans compter ceux qui sont partis par épuisement comme à Paris, où en juillet, il y avait plus de 3000 postes vacants, ou comme au CHU de Poitiers, où on m'avait dit qu'une cinquantaine de soignants allaient partir après le Covid. Mais beaucoup ne se laissent pas faire, à l'image des soignants de Montpellier qui ont fait les morts devant l'ARS pour donner l'alerte, ou encore les pompiers de Strasbourg pour les mêmes raisons, vu que l'obligation vaccinale les concerne aussi. Donc on va répéter un petit peu le raisonnement parce que ça fait du bien de se remémorer les choses importantes. Le problème, c'est pas le vaccin. Le conflit, c'est pas être pro-vax ou anti-vax. Ça, c'est BFM qui nous emmerde avec ça pour essayer de nous faire cuire des œufs. Le problème, c'est que ce vaccin nous est imposé par un gouvernement qu'on sait menteur et un gouvernement qu'on sait antipopulaire. Un vaccin qui est imposé par Big Pharma qui se fait des milliards, des dizaines de milliards de bénéfices sur cette histoire. Une industrie dont on sait très bien par l'expérience et par l'histoire qu'on peut pas vraiment leur faire confiance. Un vaccin qui nous est imposé par des jeux diplomatiques qui fait que, bizarrement, les seuls disponibles en France, ce sont les vaccins états-uniens, étrangement. Des vaccins qui ont des technologies dont beaucoup de personnes n'ont pas confiance, alors que tu as des vaccins cubains, chinois, russes qui sont différents, mais on ne peut pas les avoir accès parce qu'évidemment, on ne va pas prendre des vaccins russes. Je veux dire, les vaccins russes, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que les pro-vax, en général, ils sont contre Sputnik. Et je pense qu'ils sont contre Sputnik parce qu'ils sont anti-vax et parce qu'ils sont complotistes. Enfin, je dis ça, je dis rien. Un vaccin qui nous est à la fois imposé par les flics et les menaces. Un vaccin qui nous est imposé au prix d'une apartheid qui met au banc de la société des millions de Français. Et tout ça imposé par un gouvernement qui a mutilé les gilets jaunes, qui engraisse les milliardaires, qui sème les misères partout et qui se soumet constamment aux intérêts états-uniens. En fait, c'est pas que la France est anti-vaccin. Je veux dire, on est un des pays qui se vaccine le plus. Le souci, c'est juste qu'on se méfie des psychopathes, en fait. Et on voudrait juste garder le droit de pouvoir se méfier des psychopathes. Parce que la question ne serait pas du tout la même. Pas du tout la même si à la place de Pfizer, ce serait une institution publique, transparente, à but non lucratif, qui ferait les vaccins. Si on était dans une situation à la cubaine, ce ne serait pas du tout la même chose que la situation maintenant où on dépend de Big Pharma. C'est une question politique, irrémédiablement politique, de savoir comment est-ce qu'on produit les vaccins, qui profite de ces vaccins-là, comment on les distribue. C'est ça la question fondamentale. Voilà, du coup, on est clair là-dessus. Le clivage pro-vax, anti-vax, c'est de la merde. C'est BFM TV qui essaie de nous la foutre. Comme d'habitude, il faut se concentrer sur les problèmes politiques. Bref, ça veut dire aussi que là, le gouvernement est en train de sacrifier le peu de ce qu'il reste de notre système hospitalier pour garantir le profit de multinationales de Big Pharma. Parce que si ce n'était pas le cas, ils auraient déjà depuis longtemps nationalisé Sanofi pour développer un vaccin différent de Pfizer pour faire en sorte d'essayer de regagner la confiance des Français. Sauf qu'ils ne le font pas, parce qu'ils veulent garder les profits de Sanofi et qu'ils veulent garder le profit de Big Pharma. Du coup, ils sont en train de détruire l'hôpital pour le capital. Et du coup, bah voilà, c'est des enfoirés, quoi. Bref, la guerre est déclarée contre les pauvres, la guerre est déclarée contre les soignants, contre les contestataires. Et Macron est en train de préparer tout ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tout est joué d'avant. Prenons l'exemple des logements. En Allemagne, les prix des loyers ont explosé ces dernières années à cause de grandes entreprises immobilières qui s'accaparent le marché et font gonfler artificiellement les prix pour gonfler concrètement leurs bénéfices. Du coup, il y a eu une votation populaire permise par la constitution allemande pour exproprier 100 000 logements de ces boîtes pour permettre aux plus pauvres d'accéder au logement et finalement à l'existant. Et bah devinez quoi, les Berlinois ils ont voté pour et il y aura donc bel et bien des expropriations massives dans l'une des plus grandes capitales d'Europe. Les voleurs volés, les habitants relogés, la question de la propriété remise en cause pour le bien commun, c'est ce qu'on appelle une belle victoire politique. Ce qui montre aussi que c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir de belles victoires politiques quand derrière tu as l'appui de la Constitution qui te permet de faire les choses. Voilà. Je dis ça, je dis rien, il n'y a pas de conclusion à ce truc-là, quoi.
Juste peut-être une petite assemblée constituante en France, voilà, bon, c'est dit, mais ce sera peut-être pas mal. On va passer du coup aux infos assez rapides. L'infirmière qui avait lancé un caillou, on s'en souvient, contre les CRS, qui l'avait après plaqué au sol, s'en est sortie avec 1000 balles d'amende avec sursis, du coup, force à elle. Reporter dénonce la condamnation d'un de ces journalistes qui couvrait une action de désobéissance civile, relatant une énième pression de la monarchie contre les médias indépendants. L'association SOS Médecins a, elle, lancé une grève d'une journée pour protester contre la difficulté liée au financement des déplacements à domicile, notamment suite à des accords entre des syndicats de médecins et la sécurité sociale. Chez Reporter, il y a une tribune qui critique la position pro-agrobusiness et sur la surrobotisation de l'agriculture par l'ONU, qui porte un nouveau coup contre l'agriculture paysanne. La messagerie ProtonMail a balancé quant à elle à la police française les adresses IP des militants écologiques qui ont beaucoup utilisé cette boîte prétendument sécurisée. Du coup, 2 choses à retenir de tout ça. 1, les jeunes pour le climat font beaucoup plus peur que ce qu'on pouvait les penser, ce qui est une très bonne nouvelle. Et 2, quittons ProtonMail, quoi. Peut-être qu'ils ont été contraints, mais en tout cas, c'est quand même un peu des traîtres de nous avoir garanti la sécurité de nos informations, de nos adresses IP, alors que visiblement, ils n'étaient pas en capacité de résister à des pressions d'un pays étranger. Et du coup, voilà. Globalement, il ne faut pas faire confiance à des entreprises privées, surtout quand le code informatique est opaque, en gros. C'est la leçon à retenir de tout ça, et qu'il faut peut-être préférer des chiffrements maison que des chiffrements délégués à des entreprises qui vendent des informations après à la police. Ah oui, du coup, la police est une police politique aussi, mais bon, on s'en doutait un petit peu, mais il faut quand même le rappeler. Sinon, en Turquie, il y a un gars qui n'a pas été payé pendant 3 mois, qui a pris sa machine et qui a pété 5 camions de son patron. Ça, c'est encore Nantes Révolté qui le partage, et bon Dieu, ça, c'est du rapport de force. Et si tu vas avoir évidemment toutes ces informations dans le détail, tout est en description. Et aussi, tu as le Nord Stream 2 qui a fini d'être posé, voilà. On en avait parlé dans une vidéo, du coup, on se tient au courant, quoi. C'est pas incroyable comme information, mais au moins c'est en cours. En tout cas, c'est là-dessus qu'on termine cette revue de presse. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux suivre, parce qu'il y a 2 à 3 vidéos quand même par semaine au Canard. Et on va monter en puissance au fil des présidentielles, parce que ça va être un moment politique incroyable. Enfin, on va tous parler politique. Et du coup, ça va être l'occasion d'avoir des beaux sujets de conversation. Sur ce, en tout cas, des gros bisous à vous. Voilà. À la prochaine.